Elle a été renvoyée sans pitié par un homme d'affaires richissime. Il ignorait qu'il était en train de commettre la plus grande erreur de son existence. Dans 5 minutes, un vieux jouet au fond de son sac allait anéantir tout ce qu'il avait bâti. Des gens comme vous n'ont rien à faire ici. La salle de réunion resta figée. Élise Dubois cessa d'arranger les dossiers sur la table en acajou. 8 cadres en costume la dévisageaient. 4 investisseurs internationaux haussèrent un sourcil. Antoine Chevalier, PDG de Chevalier Immobilier, laissa tomber un stylo par terre, intentionnellement. Ramassé, Élise prit une profonde inspiration. C'était son 3e jour. Ce travail était arrivé après 8 mois de chômage. Loyer en retard. Facture d'électricité sur le point d'être coupée. Sa fille de 12 ans avait besoin d'un traitement dentaire à 1 200 €. Elle se pencha, ramassa le stylo. Antoine sourit. Le genre de sourire qui humilie sans un mot. « Vous avez vu ?» Il se tourna vers les investisseurs. « Voilà le genre de personnel que notre service RH recrute, sans qualification, sans aucune allure, sans rien. » 3 cadres ricanèrent. Une directrice détourna le regard. Personne ne dit mot. Élise se releva, posant le stylo sur la table. Ses mains tremblaient. « J'ai terminé le nettoyage, monsieur. Puis-je me retirer ?»« Non. » Antoine croisa les bras. « Vous restez là. Je veux que tout le monde voie ce qui arrive à ceux qui ne font aucun effort. Vous croyez avoir bien nettoyé ?» Il passa son doigt sur le rebord de la table. Le lui montra. De la poussière. Il n'y avait aucune poussière. Recommencer. Tout. Élise sentit son visage brûler. 10 personnes l'observaient. Une investisseuse japonaise murmura quelque chose à son voisin. Tous deux la regardaient avec pitié. Elle reprit son chiffon. Recommença. Antoine continua de parler aux investisseurs. Comme si elle n'existait pas. Comme si elle faisait partie du mobilier. Donc, comme je le disais, notre projet dans le quartier sud est estimé à 42 millions. Retour sur investissement garanti en 18 mois. Élise nettoyait en silence. Chaque geste était une tentative de préserver sa dignité. Chaque seconde était une humiliation publique. Antoine prit une tasse de café, but une gorgée, eut une grimace de dégoût. Ce café est froid. Il regarda Élise. « C'est vous qui l'avez apporté ?»« Non, monsieur, je ne m'occupe que du nettoyage. Alors allez en chercher un autre. Chaud cette fois. Et ne traînez pas. » Élise sortit de la salle, courut jusqu'à l'espace café, prépara un nouveau café. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit renverser la verseuse. Elle revint en moins de 3 minutes. Quand elle entra, Antoine riait à une blague. Les investisseurs souriaient poliment. Elle servit le café, lentement, sans renverser une goutte. « Voilà, monsieur. » Antoine ne la regarda même pas. Il fit un geste de la main pour la congédier. Élise se tourna pour partir. « Attendez. » Elle s'arrêta. « Vous oubliez votre sac. » Son sac était dans un coin de la pièce. Elle l'avait laissé là en commençant son service. Antoine attrapa le sac, le souleva. On dirait une poubelle. Quel employé se promène avec un sac aussi usé? Il jeta le sac par terre, violemment. La fermeture éclair s'ouvrit. Le contenu se répandit sur le sol en marbre. Un portefeuille, un téléphone à l'écran fissuré, une photo de sa fille, un rouge à lèvres bon marché, un petit carnet et une petite voiture en bois, peinte en bleu délavé, les roues usées, une aile cassée. La voiture roula jusqu'au pied d'Antoine. Il s'arrêta net. Il fixa la petite voiture, puis Élise, puis de nouveau la voiture. Son visage devint blême. « Où avez-vous eu ça ?» Sa voix était différente, dépourvue d'arrogance, juste du choc. Élise se baissa, ramassa la voiture avec précaution, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. C'était à mon père. Antoine fit 2 pas en avant. Les investisseurs s'échangèrent un regard. Quelque chose se passait. « Votre père ?» Sa voix trembla. « Comment s'appelait-il ?»« Gérard Dubois. » Antoine porta une main à sa bouche. Le silence dans la salle était absolu. « Gérard. » Il répéta le nom comme une prière. Gérard qui habitait rue de l'Avenir, le menuisier. Élise fronça les sourcils. « Oui, comment le savez-vous ?» Antoine s'assit, lentement, comme si ses jambes ne le portaient plus.
Parce que cette voiture, il la pointa d'un doigt tremblant, c'est moi qui la lui ai donnée il y a 30 ans. Quand j'avais 8 ans, votre père m'a sauvé d'un incendie. La salle s'emplit de chuchotements. Une cadre se pencha en avant. Un investisseur allemand arrêta de boire son café. Élise serra plus fort la petite voiture. « Vous êtes le petit Tonio ?» Le surnom claqua comme une gifle. Antoine ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient injectés de sang. Oui, Élise inspira profondément. Toute l'histoire lui revint. Les souvenirs que son père lui racontait avant de s'endormir, l'incendie dans l'immeuble, la famille riche coincée au 3e étage, l'homme modeste qui avait bravé les flammes, le garçon de 8 ans porté dans ses bras, la petite voiture en bois que le garçon tenait, le seul jouet qui avait survécu. Le garçon avait donné la voiture à l'homme qui lui avait sauvé la vie. Mon père est décédé il y a 2 ans. Élise parla lentement. Il a gardé cette voiture toute sa vie. Il disait qu'un jour il la rendrait, mais il n'a jamais su votre nom de famille. Il n'a jamais réussi à vous retrouver. Antoine se cacha le visage dans les mains. Les investisseurs regardèrent la scène, muets. Personne ne savait quoi dire. Élise posa la voiture sur la table, juste devant lui. Il disait que vous étiez un bon garçon, que vous deviendriez quelqu'un d'important, que vous changeriez le monde. Antoine regarda la voiture, puis la regarda, elle. Je ne suis pas cet homme. Sa voix était brisée. Gérard m'a sauvé, et je viens d'humilier sa fille devant 10 personnes. Une directrice détourna les yeux, 2 cadres baissèrent la tête. L'investisseuse japonaise fronça les sourcils. Le sourire arrogant avait disparu. À sa place, il n'y avait que de la honte. Antoine se leva, doucement. « Madame Dubois », il lui tendit la main. « Pardonnez-moi. » Élise ne lui serra pas la main. Elle se contenta de le regarder dans les yeux. Mon père disait que les gens bien font des erreurs, mais que seuls les grands les reconnaissent. Elle ramassa son sac, rangea ses affaires éparpillées, laissa la voiture sur la table. Gardez-la, elle aurait dû vous revenir depuis le début. Antoine saisit la voiture comme s'il tenait son passé. Ne partez pas, dit-il rapidement. S'il vous plaît, nous devons parler. Élise s'arrêta sur le seuil. De quoi? De tout. Antoine regarda les investisseurs, puis les cadres, de ce que je suis devenu et de ce que j'aurais dû être. Antoine congédia les investisseurs, demanda aux cadres de sortir. La salle se vida. Il ne resta que lui et Élise. Racontez-moi tout. Il s'assit en face d'elle. Comment votre père a-t-il eu cette voiture? Pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage? S'il vous plaît. Élise prit une grande inspiration. La colère brûlait encore. Mais il y avait quelque chose dans son regard, un regret sincère. Mon père a gardé cette voiture pendant 30 ans. Il disait que c'était son plus grand trésor. Pas pour le bois, mais pour ce qu'elle représentait. Un garçon riche qui donne son unique jouet à un homme pauvre. Il disait que c'était ça, la vraie noblesse. Antoine baissa la tête. « Je ne suis plus ce garçon. »« Certainement pas. » La voix d'Élise était ferme. Ce garçon n'aurait jamais humilié quelqu'un pour sa pauvreté. Le silence s'installa, lourd. Antoine regarda la voiture, les roues usées, la peinture écaillée, les souvenirs déferlèrent, la chaleur insupportable, la fumée étouffante, les bras puissants qu'il avait descendus par l'escalier, le visage de l'homme couvert de suie, son sourire bienveillant. Votre père m'a sauvé parce que c'était la chose à faire. Il n'a pas demandé de récompense, il n'a pas voulu d'argent. Mes parents lui en ont offert. Il a refusé. Élise acquiesça. Il disait que faire le bien n'avait pas de prix. Antoine se leva, se dirigea vers la fenêtre. La vue sur la ville, les gratte-ciel, l'argent, le pouvoir. J'ai bâti tout ça. Il montra l'extérieur. 3 entreprises, 200 employés. Une fortune estimée à 80 millions. Et j'ai perdu la seule valeur qui comptait vraiment. Il se retourna. Votre père est-il encore en vie? Mort il y a 2 ans, d'un cancer. Antoine ferma les yeux. La douleur crispa son visage. J'aurais voulu le remercier, personnellement, le regarder dans les yeux et lui dire que je n'ai jamais oublié. Il le savait. Élise tenait la voiture. Il vous voyait dans les magazines, dans les journaux. Il disait qu'il était fier, que vous étiez devenu quelqu'un d'important. Important?
Antoine eut un rire sans joie. « Je suis devenu exactement le genre d'homme que votre père mépriserait. Riche, arrogant, cruel. » Élise ne le contredit pas. Antoine retourna à la table, prit une enveloppe. « Combien gagnez-vous ici ?»« Le SMIC. » Il rédigea un chèque, 5 000 €. Ceci correspond à 3 mois de salaire. Considérez ça comme une indemnité pour l'humiliation subie. Élise regarda le chèque, puis le regarda. Lui. Vous me renvoyez à nouveau? Non. Antoine reposa son stylo. Je vous offre un vrai poste, assistante de direction, salaire de 3 500 €, avantage complet. Vous acceptez? Élise fronça les sourcils. Pourquoi? Par pitié? Non. Antoine s'assit. Parce que votre père m'a appris quelque chose que j'ai oublié. La valeur d'une personne ne réside pas dans ses vêtements, ni dans son poste, ni sur son compte en banque. Et parce que je dois commencer à réparer l'homme que je suis devenu. Élise tenait le chèque. 5 000 € résoudrait 3 mois de problèmes. Le traitement de sa fille, le loyer, la nourriture. Mais quelque chose clochait. Et les autres? Les autres? Les employés que vous avez humiliés avant moi. Combien ont été licenciés sans raison? Combien sont partis d'ici anéantis? Antoine ne répondit pas. La réponse était dans son silence. Je ne suis pas la première. Élise posa le chèque sur la table. Et si j'accepte, je ne serai pas la dernière. Vous continuerez à être qui vous êtes. Vous humilierez la prochaine femme de ménage, le prochain agent de sécurité, le prochain stagiaire, jusqu'à ce que vous trouviez une autre petite voiture pour vous rappeler d'être humain. Antoine allait répliquer. La porte s'ouvrit. Béatrice Martin entra. Directrice des ressources humaines. 42 ans. 15 ans dans l'entreprise. Désolé de vous interrompre. Elle regarda Élise, puis Antoine. Puis-je vous parler, madame? En privé? Élise se leva, suivit Béatrice jusqu'à la cafétéria. Béatrice ferma la porte. Vous venez de faire quelque chose que personne ici n'a eu le courage de faire en 15 ans. Élise attendit. Antoine humilie les employés depuis qu'il a pris la direction. Il y a 5 ans, j'ai tout documenté. 37 licenciements sans cause réelle et sérieuse. 12 plaintes pour harcèlement moral. Toutes étouffées par des accords à plusieurs millions et des clauses de confidentialité. Élise sentit son estomac se nouer. Pourquoi personne n'a rien fait? Parce qu'il est protégé par le conseil d'administration, par son père, l'actionnaire majoritaire, et parce que les chiffres de l'entreprise sont excellents. Le profit avant tout. Béatrice sortit une clé USB de sa poche. Mais maintenant, nous avons une chance. Il est vulnérable, émotionnellement ébranlé. Si nous obtenons des preuves concrètes et les présentons au bon moment, nous pouvons forcer un vrai changement. Quel genre de preuves? Financières. Béatrice baissa la voix. Il détourne des fonds de l'entreprise vers des comptes personnels. Des petites sommes. Mais sur 3 ans, ça se chiffre en millions. J'ai un accès partiel, mais il me faut le mot de passe du système comptable. Et seul le comptable l'a. Édouard Fournier. Oui, il déteste Antoine. Il a été humilié à la fête de fin d'année, devant sa femme et ses enfants, mais il a peur de perdre son emploi. Élise réfléchit vite. Si nous obtenons ces preuves, que faisons-nous? Nous les présentons au conseil d'administration, lors de la réunion annuelle, dans 3 semaines, devant les investisseurs internationaux, avec la presse spécialisée présente. Il n'aura aucune issue. Élise regarda par la fenêtre de la cafétéria. Antoine était toujours dans la salle de réunion, seul, tenant la petite voiture. Votre père ne méritait pas que sa mémoire soit salie par cet homme. Béatrice lui toucha l'épaule. Nous pouvons le faire ensemble, pour votre père, et pour tous ceux qu'il a détruits. Élise prit la clé USB. Nous allons le détruire. Le lundi suivant, Élise retourna au bureau, non plus comme femme de ménage, mais comme assistante de direction temporaire. Antoine avait insisté. Elle avait accepté. Pas pour le salaire, pour l'accès. Béatrice la rejoignit sur le parking. Édouard a confirmé, il va tout nous donner, mais il a peur. Il faut qu'on le voie en personne. Elles se rendirent chez lui. Quartier de classe moyenne, un 3 pièces. Édouard leur ouvrit, les yeux cernés. Entrez vite. Le salon était en désordre. Des papiers partout, des bouteilles vides sur la table basse.
Il me fait surveiller. Édouard tremblait. Antoine sait que j'ai accès aux archives. Hier, il m'a convoqué. M'a demandé si j'étais satisfait de mon poste. C'était une menace. Élise s'assit à côté de lui. Combien de personnes a-t-il détruites, Édouard? Je ne sais pas. Il se couvrit le visage. Trop. Quel âge a votre fils? 9 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il apprenne sur son père? Qu'il a été courageux? Ou qu'il a eu peur de faire ce qui était juste? Édouard respira profondément, alla dans sa chambre, revint avec un disque dur externe. 3 ans de détournement, chaque virement, chaque achat personnel déguisé en frais professionnels, chaque compte offshore, tout est là. 4 700 000 €, ça va le détruire. Béatrice prit le disque dur comme si c'était de l'or. Vous faites ce qu'il faut. Je vais être licencié. Non. Élise lui posa une main sur l'épaule. Vous serez un héros, et quand tout sera fini, vous pourrez vous regarder dans le miroir, sans honte. 2 semaines plus tard, Élise et Béatrice travaillaient dans le sous-sol de Béatrice. Des documents recouvraient la table, des tableaux Excel imprimés, des relevés bancaires, des fausses factures. Regarde ça. Béatrice montra un virement. 83 000 €. Justificatif. Conseil en marketing. Société bénéficiaire, AC Production. Tu sais qui en est la propriétaire? Antoine? Pire, sa sœur. Elle ne fait pas de conseil. Elle est professeure de yoga. Élise nota dans son carnet. Une preuve de plus. Combien de sociétés écrans? 7. Toutes au nom de proches ou de prête-noms. Ils virent l'argent de Chevalier Immobilier à ces sociétés. Elles émettent de fausses factures. L'argent revient sur ses comptes personnels. C'est du blanchiment d'argent. Exactement, et de la fraude fiscale. Si on présente ça correctement, il ne perdra pas seulement son poste. Il ira en prison. Élise regarda la photo d'Antoine dans un magazine. Sourire confiant. Costume à 3 000 €, montre à 80 000 € au poignet. Mon père lui a sauvé la vie, et il est devenu ça. Béatrice referma le dossier. Votre père a sauvé un garçon. L'homme que ce garçon est devenu doit payer. La semaine suivante, elles avaient 23 témoignages, d'anciens employés licenciés sans cause réelle, tous prêts à témoigner. Marine, directrice des ventes, licenciée parce qu'elle était enceinte. Carlos, agent de sécurité, renvoyé pour avoir contesté un ordre abusif. Julia, stagiaire qui avait dénoncé du harcèlement et avait été congédiée le lendemain. Roger, analyste financier, licencié après avoir découvert des irrégularités. Chaque histoire était pire que la précédente. Béatrice rassembla tout dans un dossier de 140 pages. Preuves documentées, témoignages signés et certifiés conformes, relevés bancaires complets, 3 ans de crimes compilés. C'est prêt. Elle plaça le dossier dans une chemise bleue. La réunion du conseil est vendredi. Il nous reste 5 jours. Élise regarda par la fenêtre. En bas, la ville s'éveillait. Des millions de gens partant travailler. Combien souffraient aux mains de patrons comme Antoine? Il va essayer de nous arrêter. Qu'il essaye. Béatrice sourit. Nous avons déjà envoyé des copies à 3 avocats différents. S'il nous arrive quelque chose, tout sera rendu public automatiquement. Jeudi. Veille de la réunion. Antoine convoqua Élise dans son bureau. Elle entra, le cœur battant. « Asseyez-vous ». Il fit glisser une enveloppe sur la table. 10 000 € et une excellente lettre de recommandation. Vous trouverez un autre travail en 1 semaine. Élise regarda l'enveloppe, puis le regarda, lui. Pourquoi? Parce que votre place n'est pas ici. Parce qu'à chaque fois que je vous vois, je me souviens de l'homme que j'étais et du monstre que je suis devenu. Et je ne peux pas changer avec vous qui me jugez en permanence. Je ne vous juge pas. Si, vous me jugez. Il se leva. C'est dans votre regard. Chaque fois que je parle, chaque décision que je prends, vous me regardez comme si j'étais un déchet. Et peut-être que vous avez raison. Élise prit l'enveloppe, l'ouvrit, compta l'argent. Et si je reste? Ne restez pas. Sa voix était lasse. Votre père m'a sauvé, je lui dois bien ça. Mais je ne peux pas être celui qu'il voulait que je sois. Pas avec vous, ici. Alors prenez l'argent et partez. S'il vous plaît. Élise rangea l'enveloppe dans son sac. Merci pour l'offre, Antoine. Mais je ne vais nulle part. Elle quitta le bureau.
Antoine frappa la table du poing. Elle tramait quelque chose. Il le savait, il le sentait, mais il ne pouvait pas le prouver. Vendredi, jour de la réunion annuelle. L'auditorium était comble, 200 places occupées. Le conseil d'administration au premier rang, 23 investisseurs internationaux, la presse spécialisée au fond, 3 caméras de télévision d'entreprise, Antoine sur scène, costume italien, coiffure impeccable, sourire maîtrisé. Messieurs les membres du conseil, chers investisseurs, chers partenaires, c'est avec une grande satisfaction que je vous présente les résultats de Chevalier Immobilier. Exercice 2025, bénéfice net de 18,5 millions. Une croissance de 22% par rapport à l'année précédente. Applaudissements polis. Il présenta des graphiques, des projections optimistes, de nouveaux projets immobiliers. Tout était parfaitement répété. Notre succès est dû à une gestion efficace, une réduction des coûts superflus, une concentration sur les résultats et une équipe engagée dans l'excellence. Au 5e rang, Élise portait son uniforme, badge d'assistante de direction. Béatrice, 3 rangs derrière. Édouard, dans le coin gauche. Antoine continua pendant 15 minutes. Chiffres impressionnants. Avenir radieux. Il tenait la salle. Je suis maintenant à votre disposition pour les questions. 3 mains se levèrent. Il désigna un investisseur allemand. Question sur le taux de rentabilité. Réponse technique parfaite. Une autre main. Une investisseuse française. Question sur l'expansion. Réponse assurée. Élise leva la main. Antoine hésita. Pendant une demi-seconde, son sourire vacilla. Puis il revint. Oui, la dame au fond. Élise se leva, se dirigea vers le micro sur le côté. 200 pères Dieu la suivirent. J'ai une question concernant les chiffres présentés. Je vous en prie. Antoine croisa les bras. Vous avez mentionné une réduction des coûts superflus. Pourriez-vous préciser de quels coûts il s'agit? Dépenses opérationnelles, optimisation des processus, renégociation des contrats. Et les licenciements? Combien de personnes ont été licenciées cette année? Le sourire d'Antoine se figea. C'est une information confidentielle. 37. Élise ouvrit un dossier. Au cours des 5 dernières années, toutes sans cause réelle et sérieuse, 12 ont abouti à des poursuites pour harcèlement moral, toutes réglées par des accords et des clauses de confidentialité. Des murmures éclatèrent dans l'assistance. Le docteur Laurent Bernard, président du conseil, se leva. « Mademoiselle, qui êtes-vous » ? Élise Dubois, assistante de direction et fille de Gérard Dubois, l'homme qui a sauvé la vie de M. Antoine Chevalier il y a 30 ans. L'homme qui l'a licencié sans pitié il y a 3 semaines parce que j'étais femme de ménage. L'auditorium explosa. Antoine devint livide. Ce n'est pas vrai. Il tenta de reprendre le contrôle. Elle ment. Cette femme a des problèmes personnels avec moi et essaie de me saboter. Élise sourit. Alors tenons-nous en nos faits. Les chiffres ne mentent pas. Béatrice se leva, projeta le premier tableau sur l'écran géant derrière Antoine. Le visage de ce dernier passa du blanc au gris. C'était le début de la fin. Le premier tableau remplit l'écran. Virement bancaire, montant, date, société bénéficiaire, tout en rouge. Antoine essaya d'éteindre le projecteur. Béatrice bloqua la commande. Ce premier virement, Élise montra l'écran. 83 000 €. Date 15 mars 2023. Bénéficiaire, AC Production. Justificatif, conseil en marketing. Il y a juste un problème. AC Production ne fait pas de conseil. Elle appartient à votre sœur, une professeure de yoga. Des murmures envahirent l'auditorium. Antoine laissa échapper un rire forcé. C'est ridicule. Mon entreprise engage de nombreux prestataires de services. Je ne les connais pas tous personnellement. Donc vous ne connaissez pas votre sœur ? Élise ne souriait pas. Camille Chevalier, numéro de sécurité sociale, propriétaire d'AC Production, qui n'a jamais fourni le moindre service à votre entreprise, mais qui a reçu 340 000 € en 2 ans. Béatrice changea de diapositive. 7 sociétés apparurent, toutes avec le même schéma. Facture, virement, aucun service rendu. Le docteur Laurent Bernard se leva. « Monsieur Chevalier, expliquez-vous, maintenant. » Antoine ajusta sa cravate.
La sueur perlait sur son front. Ce sont des sociétés légitimes. Elles ont toutes fourni des services. Quels services? Élise ouvrit un autre dossier. Parce que selon le registre du commerce, 3 de ces sociétés n'ont aucun employé. 2 n'ont même pas d'adresse physique. Et une a été créée il y a 6 mois par un de vos cousins qui vit au Portugal et n'a jamais mis les pieds en France. Silence. Un investisseur japonais chuchota quelque chose à son collègue. Tous deux prirent des notes. « Vous voulez connaître la vérité ?» Élise s'avança sur le devant de la scène. « Ces sociétés sont des façades. Monsieur Chevalier y vire l'argent de l'entreprise. Elles émettent de fausses factures. L'argent retourne sur ses comptes personnels. Cela a un nom, le blanchiment d'argent. » L'auditorium explosa. Les journalistes photographiaient l'écran. Les membres du conseil se levaient. Les investisseurs gesticulaient, indignés. Le docteur Bernard frappa la table avec son maillet. « Silence !» Tout le monde se tut. « Mademoiselle Dubois, ce sont des accusations graves. Pouvez-vous les prouver ?» Édouard Fournier se leva dans un coin de la salle. « Moi, je le peux. » Toutes les têtes se tournèrent vers lui. « Je m'appelle Édouard Fournier, comptable chez Chevalier Immobilier depuis 7 ans. J'ai tous les relevés bancaires, tous les virements, tous les justificatifs. 3 années documentées, 4 700 000 € détournés. » Il s'avança, remit un disque dur externe au docteur Bernard. « Tout est là, chaque centime, chaque compte offshore, chaque société écran. » Antoine devint blanc, puis rouge, puis violet. « Tu m'as trahi !»« Non !» Édouard se tourna vers lui. « C'est toi qui as trahi cette entreprise. Tu as trahi les employés. Tu as trahi tous ceux qui t'ont fait confiance. » Le docteur Bernard connecta le disque dur à un ordinateur portable. Projeta le contenu à l'écran. Fichier après fichier, des tableaux sans fin, des montants absurdes. Une membre du conseil porta la main à sa bouche. « Mon Dieu, c'est réel ?» « Tout à fait. » Édouard montra une ligne spécifique. Ce virement-ci, 200 000 €, justifié comme rénovation du bureau. Aucune rénovation n'a été faite. L'argent est allé sur son compte personnel aux îles Caïmans. Antoine agrippa le micro. « Vous ne comprenez pas. J'ai bâti cette entreprise. J'ai travaillé 12 heures par jour. Je méritais cette compensation. » « Compensation ?» Élise monta sur scène, se retrouva face à lui. « Votre salaire est de 70 000 € par mois, plus les bonus. Plus la participation aux bénéfices, vous gagnez plus en 1 an que la plupart de ces gens ne gagneront dans toute leur vie. Et malgré ça, vous avez volé. »« Je n'ai pas volé. Alors, comment appelez-vous ça ?» Béatrice projeta une nouvelle diapositive. Voiture de luxe estimée à 400 000 €, achetée avec l'argent de l'entreprise, justifiée comme véhicule de fonction. Mais elle est immatriculée à votre nom. Sur votre carte grise, dans votre garage personnel. Une autre diapositive. Appartement à Miami, 1 200 000 $. Virement effectué via LC Investissement. Société écran. Prête-nom. Votre beau-frère. Une autre diapositive. Montre Patek Philippe, 82 000 €. Facture émise au nom de l'entreprise. Justificatif. Cadeau d'entreprise. Cadeau pour qui ? Pour vous-même. Chaque révélation était une bombe. L'auditorium assistait, sous le choc. Les journalistes tapaient frénétiquement. Les caméras n'arrêtèrent pas de filmer. Antoine tenta de quitter la scène. Le docteur Bernard lui barra le passage. « Restez où vous êtes. Je ne resterai pas ici à me faire humilier. » « Humilier ?» Élise fit un pas en avant. « Comme les 37 personnes que vous avez licenciées sans raison ? Comme Marine, la directrice que vous avez renvoyée parce qu'elle était enceinte, comme Carlos, l'agent de sécurité que vous avez mis à la porte pour avoir contesté un ordre abusif, comme Julia, la stagiaire qui a dénoncé du harcèlement et a été congédiée le lendemain. » Elle ouvrit un autre dossier, plus épais, plus lourd. « J'ai 23 témoignages, tous signés, tous certifiés conformes, tous de personnes que vous avez détruites. Vous voulez que je les lise ? Devant tout le monde ?» Antoine recula. « Non. Alors asseyez-vous et taisez-vous. » Le docteur Bernard prit le micro. « Mesdames et messieurs, je vous présente nos excuses pour cet incident.
Le Conseil n'avait pas connaissance de ces irrégularités, mais il prendra des mesures immédiates. Il regarda Antoine. « Monsieur Chevalier, vous êtes licencié. Pour faute grave, avec effet immédiat, le Conseil engagera une procédure pour récupérer tous les fonds détournés et saisira les autorités compétentes. » Antoine essaya de parler. Aucun son ne sortit. La porte de l'auditorium s'ouvrit. 2 hommes en costume entrèrent. Un signe de la police judiciaire sur la poitrine. « Brigade financière, nous avons un mandat d'amener contre Antoine Chevalier. » L'auditorium devint silencieux. Antoine regarda les policiers, puis Élise, puis la petite voiture en bois qui était toujours sur son bureau. « Vous avez tout planifié. » »« Non. » Élise prit la voiture. « C'est vous qui avez tout planifié. Quand vous avez décidé que l'argent valait plus que la dignité. Quand vous avez décidé que le pouvoir vous donnait le droit de détruire les gens, je n'ai fait qu'apporter l'addition. » Les policiers s'approchèrent. « Monsieur Chevalier, vous allez devoir nous suivre. Une enquête est en cours pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et abus de biens sociaux. » Antoine tenta de reculer. Un policier lui saisit le bras. « Vous avez le droit de garder le silence. »« Je n'ai rien fait de mal, » cria-t-il. « Vous n'avez pas le droit de me faire ça. » « Si, nous l'avons. » L'un des policiers montra le mandat. « Signé par le juge Dubois, exécutoire à compter de 8 heures ce matin. » Ils lui passèrent les menottes. Antoine regarda l'assistance. 200 personnes l'observaient, certaines avec pitié, la plupart avec colère, toutes avec déception. « Papa !» Il regarda un homme aux cheveux blancs au premier rang, l'actionnaire majoritaire. « Papa, aide-moi !» L'homme détourna le regard. « Tu n'es plus mon fils. » Les mots résonnèrent dans le silence. Les policiers emmenèrent Antoine. Il criait, se débattait contre les menottes, promettait de se venger, menaçait de poursuites. Personne n'y prêta attention. Les portes se refermèrent. Le bruit cessa. Le docteur Bernard retourna au micro. « Chers investisseurs, je suis profondément désolé. Le Conseil va lancer un audit complet. Tous les fonds seront récupérés et nous mettrons en place de nouveaux contrôles de gouvernance. » Il regarda Élise. « Mademoiselle Dubois, au nom du Conseil, je vous remercie pour votre courage. Vous avez sauvé cette entreprise. » Et lui avait rendu une intégrité qui lui avait été volée. Des applaudissements commencèrent. D'abord timides, puis plus forts, puis assourdissants. Élise ne sourit pas. Elle se contenta de serrer la petite voiture en bois, le jouet que son père avait gardé pendant 30 ans, le symbole d'un bon garçon qui s'était perdu en chemin. L'investisseuse française s'approcha. « Mademoiselle, quelle est votre formation ? » « Gestion d'entreprise, avec une spécialisation en conformité. » « Parfait. » La femme lui tendit une carte de visite. « Notre fonds recherche des professionnels intègres. Salaire de départ, 12 000 €. Intéressé ?» Avant qu'Élise ne puisse répondre, le docteur Bernard revint. « Mademoiselle Dubois, je dois vous parler. Le Conseil aimerait vous offrir le poste de directrice de la conformité. Salaire de 45 000 francs. Avantages complets, autonomie totale. Vous reporterez directement au Conseil. L'entreprise a besoin de gens comme vous. » Béatrice apparut à ses côtés, la serra fort dans ses bras. « On a réussi. » Édouard s'approcha, les larmes aux yeux. « Merci de m'avoir donné le courage. » Élise les regarda tous les trois, puis l'auditorium, puis la petite voiture dans sa main. « Mon père disait toujours, » parla-t-elle doucement, « que faire ce qui est juste n'a pas de prix, que la dignité ne se vend pas, que les gens bien font des erreurs, mais que seuls les grands les reconnaissent. » Elle regarda les portes par lesquelles Antoine était sorti. Il a eu 30 ans pour le reconnaître. Il a choisi de ne pas apprendre. Le docteur Bernard lui tendit la main. « Et vous, acceptez-vous notre offre ?» Élise prit une profonde inspiration, pensa à sa fille à la maison, au loyer en retard, au traitement à 1 200 €, aux factures qui s'accumulaient. Elle pensa aussi à son père, à l'homme qui avait bravé les flammes pour sauver un enfant, qui avait gardé un jouet pendant 3 décennies, qui lui avait appris que l'intégrité vaut plus que l'or. « J'accepte. » Elle lui serra la main. « Mais à une condition.
Chaque employé licencié injustement ces 5 dernières années sera recontacté ou indemnisé. Et nous mettrons en place un canal de signalement indépendant. Personne ne souffrira plus en silence. Le docteur Bernard sourit. Accordé. Dehors, une voiture de police banalisée démarrait. Antoine, sur la banquette arrière, les poignets menottés, le regard vide. Dedans, une nouvelle histoire commençait. Lundi, 6 mois plus tard. Élise gara sa voiture sur la place réservée. Nouvelle plaque, direction de la conformité. Elle ne s'y habituait toujours pas. L'immeuble de Chevalier Immobilier avait changé. Pas la structure, mais l'âme. Les employés se saluaient. Des sourires sincères. Personne ne marchait la tête basse. Elle entra dans le hall. L'agent de sécurité sourit. « Bonjour, madame la directrice. »« Bonjour, Antoine. Comment va votre fille ? » ?»« Elle est retournée à l'école, grâce à la bourse d'études que vous avez mise en place. » Élise sourit. Ce programme avait été le premier changement. Bourse complète pour les enfants des employés. 120 enfants en bénéficiaient. Dans l'ascenseur, elle croisa Marine, la directrice des ventes qui avait été licenciée pour sa grossesse. « Marine, comment s'est passée l'échographie ?»« Parfaitement. » Marine toucha son ventre de 7 mois. « C'est un garçon. On va l'appeler Pierre. Joli nom. » « Ah, merci de m'avoir fait revenir, Élise. Pour tout. » Les portes s'ouvrirent au 10e étage, département de la conformité. Équipe de 16 personnes, toutes recrutées par Élise, toutes avec un objectif, s'assurer que plus personne ne serait jamais humilié dans cette entreprise. Béatrice était dans son bureau, désormais responsable de l'éthique d'entreprise. Réunion avec le conseil à 10 heures. Ils vont approuver le nouveau code de conduite. Parfait. Élise prit le dossier. 300 pages, chaque politique conçue pour protéger les employés. Canal de signalement anonyme, comité d'enquête indépendant, tolérance zéro pour le harcèlement. Et pour le cas d'Antoine, Béatrice baissa la voix. Le procès est fixé pour septembre. Le parquet a des preuves solides. La procureure a dit qu'elle demanderait 8 ans. Béatrice acquiesça. La justice était lente, mais elle arrivait. Les anciens employés demandent encore de tes nouvelles. Comment tu as pu faire tout ça en 6 mois ? Élise regarda par la fenêtre. La ville s'éveillait en bas. Des millions de personnes. Combien souffraient en silence ? Je ne l'ai pas fait seul. Nous l'avons fait ensemble. La réunion avec le conseil fut rapide. Le docteur Bernard approuva tous les changements. Le code de conduite entrerait en vigueur la semaine suivante. Formation obligatoire pour tous, du stagiaire au directeur. Mademoiselle Dubois, le docteur Bernard l'interpella à la fin. Le conseil est impressionné par votre travail. Le taux de rotation a chuté de 70%. Les litiges prud'homaux sont à 0. Le climat social s'est amélioré sur tous les indicateurs. Merci, docteur. Et ce n'est pas tout. Il lui tendit une enveloppe. La Fédération nationale des entreprises va vous remettre un prix. Le prix de la gestion éthique de l'année. Cérémonie à Paris. 200 entreprises présentes. Élise ouvrit l'enveloppe. Invitation dorée. Date, 23 novembre. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez. Votre travail doit être reconnu. Il doit inspirer d'autres entreprises. Elle rangea l'invitation. Pensa à son père. Gérard n'aurait jamais imaginé que cette petite voiture en bois changerait autant de choses. 3 ans plus tard, l'auditorium à Paris était bondé. 1000 personnes, PDG, directeurs, investisseurs, journalistes, tous venus pour le Congrès national de la conformité et de l'intégrité. Élise sur scène, non plus comme femme de ménage, comme PDG de Dubois Conseil en intégrité, l'entreprise qu'elle avait fondée 2 ans plus tôt. Bonjour, je m'appelle Élise Dubois. Il y a 4 ans, j'étais agent d'entretien. Je gagnais le SMIC. J'ai été publiquement humilié par un homme d'affaires qui m'a licencié sans pitié. Silence absolu dans la salle. Mais ce jour-là, quelque chose s'est produit. Un vieux jouet dans mon sac a tout changé. Pas pour sa valeur matérielle, mais parce qu'il portait une mémoire. La mémoire d'un homme bon qui avait sauvé une vie, et la preuve que cet homme d'affaires avait oublié d'être humain. Elle cliqua sur la diapositive. Photo de la petite voiture en bois. Cette voiture m'a appris 3 leçons.
Premièrement, la dignité n'est pas négociable. Deuxièmement, faire ce qui est juste a toujours un coût. Mais ne pas le faire coûte encore plus cher. Troisièmement, le vrai changement commence lorsque nous cessons d'accepter l'inacceptable. Des applaudissements commencèrent. Elle attendit que le silence revienne. Aujourd'hui, mon entreprise a mis en place des programmes d'intégrité dans 140 organisations. Nous avons formé 12 000 employés, créé 23 canaux de signalement indépendants et contribué au licenciement de 17 cadres pour harcèlement moral et corruption. Plus d'applaudissements. Mais le travail dont je suis la plus fière ne se trouve pas dans les entreprises. Il se trouve chez les gens. Marine a repris le travail et a eu son fils. Antoine a obtenu une bourse complète pour sa fille. Édouard, le comptable qui a eu le courage de dénoncer, est maintenant directeur financier. Béatrice a été promue 3 fois. Elle prit une profonde inspiration. Et ce n'est pas tout. Nous avons créé l'ONG Dignité au travail. Nous offrons une formation gratuite aux professionnels du nettoyage, de la sécurité, du gardiennage. Nous enseignons le droit du travail, des techniques de négociation. Nous avons formé 180 personnes en 2 ans. 73 ont déjà été promues. 21 ont créé leur propre entreprise. Le public se leva. Standing ovation. Élise attendit que tout le monde se rassoie. Mais je ne suis pas venu ici pour parler de succès. Je suis venu parler de responsabilité. Chacun d'entre vous a du pouvoir. Le pouvoir d'embaucher, de promouvoir, de licencier, de détruire ou de construire. La question est, quel genre de leader voulez-vous être? Celui qui humilie ou celui qui élève? Elle montra une autre diapositive. Une photo d'Antoine emmené par la police. Cet homme avait tout. La fortune, le pouvoir, le respect. Il a tout perdu parce qu'il a oublié l'essentiel. Les gens ne sont pas jetables. La dignité n'est pas le privilège de ceux qui ont un diplôme. Et l'intégrité ne s'achète pas dans une boutique de luxe. Silence pesant. Il est en prison. Il purge une peine de 6 ans pour corruption et blanchiment d'argent. Il a perdu son entreprise, sa famille, sa réputation. Tout ça parce qu'il a cru qu'il était au-dessus des règles, au-dessus des gens. Elle éteignit le projecteur. Ne soyez pas comme lui, soyez comme mon père, Gérard Dubois, menuisier, un homme simple, qui a bravé les flammes pour sauver une vie, qui a gardé un jouet pendant 30 ans, qui m'a appris que faire ce qui est juste n'a pas de prix. Les applaudissements résonnèrent pendant 2 minutes. Des gens pleuraient, d'autres prenaient des notes frénétiquement. Élise descendit de la scène. 15 chefs d'entreprise l'entourèrent. Tous voulaient s'attacher ses services. Une femme s'approcha. Uniforme d'entretien. Badge d'une société prestataire de l'événement. « Excusez-moi de vous déranger. » Sa voix tremblait. « Je peux vous parler ?» Élise écarta les chefs d'entreprise. « Bien sûr, comment vous appelez-vous ?»« Jeanne. Je travaille ici, au Palais des Congrès. J'ai entendu votre conférence. Je suis aussi harcelée par mon superviseur. Mais j'ai peur de le dénoncer. J'ai 3 enfants. J'ai besoin de ce travail. » Élise lui prit la main. « Jeanne, regardez-moi. Vous n'êtes pas seule. Et vous n'avez pas à avoir peur. Nous allons régler ça ensemble. » Elle prit une carte de visite. Nota son numéro de portable personnel au dos. « Appelez-moi demain. Je vous mettrai en contact avec un avocat spécialisé en droit du travail, gratuitement, et je vais parler aux RH d'ici. S'ils essaient de vous licencier, on les attaque immédiatement. Compris ?» Jeanne se mit à pleurer, serre Élise dans ses bras. « Merci. Que Dieu vous bénisse. » Béatrice apparut à ses côtés. « Tu ne t'arrêtes donc jamais ?»« Je ne peux pas. » Élise regarda Jeanne s'éloigner. « Il y en a des millions comme elle, qui souffrent en silence, qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. » Ce soir-là, Élise rentra chez elle. Son propre appartement, un 4 pièces, quartier chic, vue sur le parc. Sa fille était dans le salon. 15 ans maintenant. Elle faisait ses devoirs. « Salut maman. C'était comment ?»« Intense. » Élise lui embrassa le front. « Et toi, tu travailles ?»« Oui. Interro de maths demain. » Élise alla dans sa chambre, ouvrit le tiroir de la commode. La petite voiture était là, bleue délavée, roues usées, ailes cassées. Elle la prit délicatement. « J'ai réussi, papa.
Ça a pris 4 ans, mais j'ai réussi. » Des larmes coulèrent. « J'ai transformé ta mémoire en héritage. La voiture que tu as gardée a sauvé des centaines de personnes. Elle a changé toute une entreprise et elle est en train de changer le pays. » Elle reposa la petite voiture. À côté, une photo. Gérard souriant, main calleuse, regard bienveillant. « Tu m'as appris que la dignité n'a pas de prix, que faire ce qui est juste en vaut toujours la peine, et qu'un homme bon peut changer le monde, même sans argent, même sans pouvoir, juste avec du courage. » Elle sécha ses larmes. « J'espère que tu es fier. » Dehors, la ville respirait, des millions de vies, des millions d'histoires. Et quelque part, une autre Élise commençait son combat. Une autre personne humiliée qui n'allait plus accepter. Une autre voix qui allait s'élever. Parce que le vrai changement ne commence pas avec les lois. Il commence avec des gens ordinaires qui décident de ne plus se taire, qui décident de faire la différence, qui décident que la dignité n'est pas négociable. Gérard avait sauvé un garçon. Élise en a sauvé des centaines. Et la petite voiture en bois était toujours là, petite, simple, mais avec le pouvoir de tout transformer. Et vous, avez-vous déjà été humilié au travail? Vous a-t-on déjà sous-estimé pour vos vêtements, pour le poste que vous occupez? Avez-vous déjà ravalé une insulte en silence parce que vous aviez besoin de ce travail? Parce que vous aviez des factures à payer? Parce que vous pensiez ne pas avoir le choix? Des histoires comme celle-ci arrivent tous les jours. Partout, des personnes brillantes, invisibles dans des uniformes d'entretien, des talents gâchés par les préjugés, la dignité piétinée par ceux qui ont le pouvoir, des millions d'Élises, des millions de Gérard, souffrant en silence parce qu'ils pensent ne rien pouvoir faire. Mais il y a aussi des victoires, des gens qui n'abandonnent pas, qui n'acceptent pas d'être traités comme des déchets, qui trouvent du courage là où personne ne s'y attendait. Comme Élise l'a trouvé dans une petite voiture en bois, comme vous pouvez le trouver dans votre histoire, parce que le changement ne commence pas avec des lois. Il commence avec des gens ordinaires qui disent non, des gens qui décident que la dignité ne se négocie pas, que faire ce qui est juste en vaut la peine, même quand cela semble impossible, même quand le prix est élevé. Élise était agent d'entretien, aujourd'hui elle est PDG. Elle a transformé l'humiliation en mission, la douleur en changement, et un vieux jouet en mouvement national. Vous le pouvez aussi. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'argent, pas besoin d'un nom de famille important. Vous n'avez besoin que d'une chose, le courage de ne pas accepter l'inacceptable. Si cette histoire vous a touché, écrivez « oui » dans les commentaires. Taguez cette personne qui est sur le point d'abandonner et qui a besoin de voir ça. Cette collègue qui subit du harcèlement. Cet ami qui a été licencié injustement. Partagez ce message. Parce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui qu'il n'est pas seul. Et si vous êtes patron, directeur, entrepreneur, leader de quelque sorte que ce soit, faites différemment. Voyez vos employés comme des personnes, pas comme des chiffres, pas comme des pièces interchangeables. Traitez avec dignité celui qui nettoie votre bureau, celui qui sert votre café, celui qui s'occupe de la sécurité, parce qu'ils ont aussi une histoire, ils ont aussi des rêves, ils méritent aussi le respect. Abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, une nouvelle histoire de gens qui ont renversé la situation, de personnes sous-estimées qui ont prouvé leur valeur, de David battant Goliath, avec intelligence, avec courage, avec dignité. Et la semaine prochaine, l'histoire d'un homme qui a été chassé d'une boutique de luxe à cause de ses vêtements simples. Ce que le gérant ne savait pas, c'est que ce client reviendrait 2 heures plus tard, pas pour acheter, pour racheter la boutique entière. La vengeance a été parfaite. Vous n'allez pas en croire la fin. Ne manquez pas ça. La justice est parfois lente, mais quand elle arrive, c'est un spectacle magnifique.